Merci beaucoup de cet accueil. Oui, je m'appelle Fabrice Pozzoli-Montenay, je dirige Entourage, la lettre des métiers politiques, qui en est à son numéro 202, donc ça fait plus de 4 ans qu'on diffuse, et qui est une lettre qui tente d'expliquer la mécanique de la politique par les gens qui la font, pas par les élus, mais par les gens qui les accompagnent. Et c'est aussi pour ça que je suis très content d'accueillir des invités et d'être reçu par la Guilde des Plumes, puisque l'idée, c'est aussi de dire comment se font les choses, avec quels mots, avec quel vocabulaire, comment se construit une politique locale, comment on parle aussi de politique locale dans les médias, au gouvernement, dans les territoires. Et le mot de territoire, on pourra revenir dessus, c'est un mot qui peut être travaillé de différentes façons. Et moi, j'étais très content lorsque Louis m'a présenté le sujet du débat, puisqu'on parlait à la fois de territoire, de ruralité, et aussi d'engagement, de vocation. Qu'est-ce qui fait que là, pour les municipales 2026, des gens vont s'impliquer, faire campagne dans des villages, dans des villes de petite taille, de taille moyenne, alors que vous avez entendu, évidemment, depuis de nombreux mois, qu'il y a une crise, soi-disant, des vocations chez les élus, qui sont confrontés à une violence grandissante, une violence qui peut être verbale, qui peut être sur les réseaux sociaux, mais aussi une pression chez les élus locaux qui est très forte, puisqu'ils sont confrontés à des règlements, à des même des parfois des je dirais des règles juridiques qui engagent leur responsabilité pénale personnelle. Et donc, avant de franchir le pas de se présenter à une campagne, qu'est-ce qui va les motiver, qu'est-ce qui va les entraîner à justement diriger cette cité plus ou moins bien. Et c'est pour ça que je suis vraiment très content d'accueillir 2 grandes spécialistes à la fois de la ruralité et de la politique, puisque Céline Benz travaille vraiment au ministère délégué à la ruralité et elle s'occupe du suivi avec le Parlement, mais aussi des élus locaux et aussi un petit peu d'ailleurs la montagne, parce que quand on est conseiller ministériel, on se retrouve à gérer plein de choses parfois qu'on n'avait pas obligatoirement prévues. Et ce n'est pas du tout accessoire, elle est aussi candidate à une élection municipale à Sarrebourg, si je ne me trompe. Donc elle a à la fois cette expérience du terrain et l'expérience ministérielle. Et je pense que ce sera extrêmement intéressant de voir aussi comment dans les ministères on capte la parole des élus locaux, comment on la reçoit, comment on l'utilise, comment on l'interprète. Parce que souvent les élus locaux se plaignent de ne pas être entendus. Et aussi on pourra parler de parité, puisque vous avez œuvré, mais bien c'était avec madame Gatel, si je me souviens bien, à la mise en place de la parité sur les listes électorales pour les élections municipales de 2020. La deuxième invitée a aussi, je dirais, un peu une double casquette, puisque elle est à la fois réalisatrice du podcast Vie de maire, qui est allée interviewer des dizaines et des dizaines d'élus locaux et souvent en ruralité, et Clémentine Guibaud de Maison, vous êtes aussi responsable de projet chez Destin commun. Vous pouvez nous expliquer peut-être d'ailleurs Destin commun, parce que je suis pas sûr que tout le monde connaisse, mais vous travaillez beaucoup sur ces questions de ruralité, sur l'image de la ruralité, sur l'engagement, en plus, le travail que vous avez fait avec le podcast Lumière, complète vraiment très très bien cette expérience. Donc je vous laisse peut-être présenter aussi Destin commun et le travail que vous avez réalisé récemment, pour commencer. Donc Destin commun, nous, on est un think tank, on est spécialisé sur les dynamiques, de polarisation et sur la cohésion sociale. Et donc on étudie, la société sous forme de famille de valeurs. C'est-à-dire qu'est-ce qui rassemble les gens dans leur façon de penser, la société par rapport à eux, leurs valeurs personnelles en termes de rapport à l'autorité, par rapport aux valeurs qu'ils souhaitent transmettre, leurs sentiments de menace, voilà, énormément d'indicateurs. Et récemment, donc en juin 2025, on a publié une étude sur la ruralité. On a C'est très rare en fait, on s'est rendu compte à travers cette étude-là que les ruraux sont souvent très sous-représentés, dans les sondages, puisque c'est 33 de la population, mais dans les sondages, en général, on s'est rendu compte que c'est plutôt 20 seulement. Donc leur opinion, en fait, on l'entend pas. Je vais également aujourd'hui vous présenter, le résultat d'une autre étude où on a également fait un sondage. À chaque fois, on fait des focus group dans des groupes de discussion avec les Français pour comprendre pourquoi ils pensent d'une certaine manière. Et donc là, on a étudié, leurs attentes pour les municipales. Alors, sur la représentation de la ruralité, je pense que Céline Benz pourra aussi compléter, puisque
ce que vous aviez déjà évoqué dans un interview qu'on avait fait, c'était justement le fait que l'image de la ruralité, qui est souvent transmise par des médias nationaux, ne correspond en fait pas du tout à la ruralité. On associe souvent la ruralité au monde agricole. Or, en France, ce n'est plus le cas depuis déjà quelques années. Mais souvent dans les reportages, les sujets qu'on voit à la télé, la ruralité, c'est des champs, des agriculteurs, la FNSEA, des manifestations, alors qu'aujourd'hui, la ruralité, c'est des artisans, c'est des industries, ça peut être des villes résidentielles avec des gens qui se déplacent pour aller travailler dans la métropole la plus proche. Donc, je pense que c'est intéressant aussi tout de suite de revoir peut-être ce concept de ruralité. Et puis, puisqu'on parle beaucoup de mots, il y a des mots comme ça qui reviennent. J'entendais tout à l'heure province, territoire, et cette difficulté très parisienne à parler de ce qui est hors Paris, justement. Oui, merci beaucoup pour votre invitation. Bah, sur la ruralité, mais je pense qu'on partage, un peu le constat. Voilà, il y a cet, imaginaire, d'une France qui serait une France agricole, avec, des villages ayant chacun leur clocher, fonctionnant autour de leur ferme, de l'instituteur et de la mairie, voilà. Bon, enfin, il est évident aujourd'hui que ce modèle a un peu vécu et nous, le travail qu'on fait au ministère, c'est d'essayer de faire évoluer le regard qu'on peut porter sur ces territoires. Je vais y revenir, mais en substance, pour faire admettre l'idée qu'il n'y a pas une ruralité uniforme, avec un seul mode d'expression et donc de représentation, mais des ruralités extrêmement différentes les unes des autres. Et il est évident qu'on ne vit pas la même chose quand on est dans un petit village de montagne, dans une commune support de station, je sais pas moi, à Courchevel ou voilà, que, quand on est dans une petite commune du Loiret ou à contrario, en Corse en bord de mer. Tout ça, ça ne donne pas la même chose et je ne parle pas non plus de ces ruralités qui entourent les métropoles, qui sont périurbaines et qui connaissent encore d'autres sujets. Donc tout ça implique des réalités différentes et implique donc que nous puissions proposer des réponses différentes qui sont adaptées aux besoins qu'on peut rencontrer là. Et puis, oui, simplement pour donner un chiffre, donc la ruralité fait 88 de la superficie du pays. C'est un tiers de la population, donc 22 millions de Français et c'est 31 de notre industrie. Donc ça signifie qu'en fait, il y a pas que des fermes. Ça veut dire qu'il y a des usines, il y a des voilà et il y a tout un monde qui peut exister, différemment encore d'une agriculture dont on sait que ces dynamiques vont globalement à la concentration dans des grosses coopératives ou des grosses structures, là où l'exploitation familiale, est un peu sur le recul. Donc voilà, on a un paysage qui est en fait assez complexe, assez morcelé et je pense que de toute façon, il faut en parler au pluriel. Moi, pour réagir sur ce thème de ruralité, déjà, en fait, personne ne sait ce que c'est la ruralité. Les ruraux, quand on leur pose la question, ils ne se reconnaissent pas dans ce terme-là et eux-mêmes, en fait, ils l'assimilent avec le terme agricole. Pour vous dire des les statistiques, très frappantes qu'on a eues dans l'étude, c'est qu'on demande, aux Français: «À votre avis, combien de pourcents il y a de ruraux en France? Il y a d'habitants en ruralité?» À la fois les ruraux et les urbains nous répondent, 54. Donc en fait, ils ne sont que 33. Donc on voit qu'il y a on pense qu'ils sont beaucoup plus nombreux qu'ils ne le sont réellement. Pareil, quand on pose la question: «À votre avis, il y a combien, d'agriculteurs, de pourcentage d'agriculteurs dans la population active en ruralité?» Les gens, et aussi bien les agriculteurs que les urbains répondent, enfin les ruraux que les urbains répondent 34, alors qu'en réalité, ce n'est que de 6. Donc eux-mêmes, en fait, en habitant dans ces territoires-là, n'arrivent pas à se rendre compte, en fait, qui compose, quelles sont les activités de leur territoire. Et ça, c'est à cause du fait que les ruralités sont extrêmement mal représentées dans les productions audiovisuelles, dans la presse et en témoigne ce chiffre, il y a seulement 32 des ruraux qui ont l'impression d'être bien représentés à la télévision, seulement 21 dans la presse nationale et chiffre encore plus frappant, seulement 12 au Sénat. Voilà, ce qui est censé être l'institution qui représente le territoire, donc le chiffre est assez, fait assez peur. Bah, en termes de représentation, une chose m'avait frappé, moi, en tant que journaliste. En France, l'émission qui est censée donner une bonne représentation de la ruralité, qui est évoquée par le public, c'est L'amour est dans le pré. C'est bon, qui est pourquoi pas. Mais en Grande-Bretagne, le plus gros succès
jamais enregistré par la chaîne de streaming Prime Video. C'est l'émission qui s'appelle Clarkson Farm et qui raconte la vie d'une espèce de vedette de télé, mais qui s'est installé, qui est devenu agriculteur et qui s'est donné un peu comme mission de transmettre qu'est-ce qu'il vit au quotidien. Et ça a été un succès, mais phénoménal, largement supérieur d'ailleurs à celui de L'amour est dans le pré, mais avec une approche totalement différente qui est de dire combien on gagne, combien nous coûtent les outils, comment on travaille. Et ça, je le vois pas en France. Je vois pas du tout cette approche très terrain, très terre à terre, très pragmatique dans les médias français. Il y a parfois une idéalisation de la ruralité, parfois au contraire une espèce de misérabilisme avec des termes pas toujours très élégants. Et pour en arriver peut-être dans le champ politique, ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est une grande colère qui s'exprime dans les élections récentes, parce qu'on parle effectivement d'accès aux services publics, d'accès aux soins, de fermeture de bureaux de poste, etc., et d'un isolement croissant des petites villes. Et cette colère s'est manifestée assez fortement dans les dernières élections. Et on a des municipales qui approchent et on voit par exemple des partis à l'extrême droite qui se sont donnés pour mission de conquérir justement les petites villes où jusqu'à présent ils étaient très peu représentés. Et ça, c'est un vrai enjeu politique. Ça va être pour les élections de mars 2026 aussi un indicateur extrêmement important de la situation politique en France. Et je pense que vraiment, moi, une question que je me pose depuis longtemps, c'est quand on travaille par exemple dans un ministère, comment on écoute, comment on dialogue et comment on arrive à travailler avec des ruralités qui sont aussi diverses, aussi dispersées, parce que la France est quand même 36 000 communes, je crois qu'on a le plus gros taux de communes de toute l'Union européenne, et donc un paysage tellement fragmenté avec des catégories socio-professionnelles très différentes. On a parfois beaucoup de retraités, mais parfois c'est des agriculteurs, des industriels, des cadres qui eux se déplacent en ville. Comment on peut traiter de la ruralité dans les instances gouvernementales? Alors, c'est une question que je me pose aussi, et je pense une des raisons pour lesquelles Quand on a le pop à côté. Ça. je pense qu'une des raisons pour lesquelles on a un biais de représentativité sur la ruralité, c'est, le mode de calcul, enfin, vraiment le prisme par lequel on définit la ruralité. Donc, en France, on a une définition de l'INSEE qui est de dire, voilà, moins de 3 500 habitants, on est dans une commune rurale et cetera, on est sur un espace rural. Sauf qu'en fait, ça n'intègre pas vraiment de notion de surface et ça, c'est un problème. Parce que, la définition enfin, par définition, à la campagne, vous avez un habitat qui est plus dispersé, vous avez, des communes qui sont éventuellement plus grandes, plus vastes et plus étendues et donc ça a des implications dans la façon dont on gère, par exemple, les services publics. Donc je prends un exemple qui est celui qui me revient, de la part de tous les élus, et ils ont raison, c'est de dire: «Non mais attendez, moi, certes, dans ma commune, j'ai 150 habitants, donc vous proratisez, les transferts de l'État aux collectivités et donc à ma commune au prisme de ces 150 habitants. Mais vous ne prenez pas en compte le fait que, vivant dans un bourg de montagne avec 4 hameaux, nanana, j'ai X kilomètres de voirie communale à entretenir. Et donc ça, pour moi, tant qu'on n'aura pas réussi à faire mieux entrer et mieux prendre en compte ce critère d'espace et de dispersion de l'habitat dans la façon dont on envisage la ruralité, il y aura de toute façon un biais de compréhension. Par exemple, une des choses qui me frappe, c'est que quand, je vais moi-même dans mon territoire, dans le sud de la Moselle, les gens, quand ils vous disent: «Voilà, je dois me rendre là et là», ils disent: «Bah, voilà, c'est à 3/4 d'heure de route» ou «C'est à 30 minutes de route». Heu, Très bien. Et ici, on me parle de kilomètres et donc ça, c'est lié au fait que, finalement, peu importe, quoi. C'est-à-dire qu'on est sur des, peu importe que ce soit 10 ou 20 kilomètres, le résultat, c'est que, comme on est sur une route sinueuse, au piémont des Vosges, bah, voilà, ça prend plus de temps de faire 30 kilomètres que si on les faisait, sur une nationale, tout droit. Et donc ça, c'est des façons d'appréhender l'environnement, je pense, qu'on prend pas assez en compte pour le moment et qu'il faudrait qu'on intègre, davantage. Et après, l'autre aspect sur lequel vous m'interrogez, c'est la question de savoir comment on dialogue avec ces territoires et comment on les représente. Bah, il est évident que, le ministre de la Ruralité, le ministère des Territoires peut pas parler à l'entièreté des habitants. Enfin, il peut évidemment lancer des consultations citoyennes, ça c'est déjà fait, mais je veux dire, à un moment, il faut qu'on passe par des représentants. Ces représentants, ben, dans l'écrasante majorité des cas, c'est des élus.
Voilà. Est-ce que l'élu, représente toute la population? Déjà, il représente les gens qui ont voté pour lui. Normalement, il est supposé représenter tous ses administrés, mais enfin, on suppose bien qu'il y a peut-être un biais d'appréhension. Et puis, par ailleurs, parmi les élus, bah, comme on ne peut pas parler à tous les élus, puisqu'il y a déjà 36 000 communes, 500 000 conseillers municipaux dans ce pays, et ben, on parle à des associations d'élus, qui se veulent transpartisanes, qui se veulent, paritaires. Et enfin, je veux dire, à un moment, si vous mettez tous ces biais de représentativité l'un sur l'autre, à la fin, vous parlez toujours aux 15 mêmes personnes, hein. Je voudrais juste, revenir sur, la définition de la ruralité. En effet, quand même la définition au niveau de l'INSEE, elle a évolué il y a 4 ans, où maintenant on parle, de densité et donc, densité d'habitation. Mais en effet, ça ne veut pas dire que ça a été pris en compte dans la manière, dont sont calculées, les allocations à chaque commune. Et notamment, en fait, ça a directement des conséquences. C'est-à-dire que quand on pose, la question aux gens de: «À votre avis, aux ruraux, est-ce que les communes rurales bénéficient ou donnent de l'argent, à la ville?» Ils ont tous l'impression que c'est la ruralité, qui, finance en fait, les politiques publiques de la ville. Alors que, enfin, il y a beaucoup de choses qui reviennent le mettre en question, mais en tout cas, ça crée vraiment un sentiment d'inégalité très fort chez les ruraux. Bah, il y a un sentiment, on peut même parler d'un ressentiment. Je parlais, des élections là récemment, on voit un vote protestataire, se développer fortement, en ruralité, suite justement à ce sentiment d'être délaissé par l'État, central, perçu comme central. On peut parler du rôle des régions, des départements, mais il y a une centralisation quand même très forte en France et on a le sentiment que, dans beaucoup de communes, le vote des municipales va être aussi un vote de protestation, parce qu'ils ont l'impression, de ne pas être obligatoirement écoutés, qu'ils voient, les services publics, disparaître, l'accès aux soins de santé devient très compliqué et c'est un problème qui revient vraiment très régulièrement dans tous les sondages, les études. Lorsqu'on parlait de temps de trajet, lorsque pour aller voir un docteur, si vous êtes en urgence et que vous avez 1 heure de trajet à faire, c'est très compliqué. Et on parle de la désertification rurale pour les soins de santé, mais aussi pour les services. Et face à tout ça, effectivement, il peut y avoir, le réflexe de se dire: «Je vais voter pour dire que je ne suis pas content». Je ne suis pas content, de l'État, je ne suis pas content, des services qu'on m'apporte. J'ai l'impression de donner plus que ce qu'on me donne, et ça nourrit aujourd'hui énormément de discours politiques, qui récupèrent cette colère et qui veulent la retourner effectivement contre la représentation et alors, je crois qu'une des choses que vous essayez aussi sur lesquelles vous réfléchissez, c'est comment transformer ce ressentiment en capacité peut-être à agir au niveau local, à reconstruire quelque chose et transformer cette colère en espèce d'énergie peut-être plus positive en disant, je crois aussi par le biais des podcasts et cetera, en disant: «Vous pouvez, travailler sur le local, vous n'êtes pas dépossédé de votre pouvoir». La première chose, je pense enfin, dans ce que vous avez dit, qui est en partie vrai, mais qui est pas seulement vrai, c'est sur l'aspect que les aujourd'hui, ça serait, que les campagnes, qui voteraient extrême droite, qu'il y aurait vraiment un décrochage de ce point de vue-là. En fait, quand on étudie, notamment le vote aux législatives 2024, c'est faux. C'est-à-dire que, c'est pas les campagnes contre les villes, c'est vraiment les grands centres urbains contre tout le reste des territoires. C'est-à-dire que dans tout le reste des territoires, le vote, extrême droite, Rassemblement national, il est au-dessus de 39. Alors que dans les villes, il est un peu au-dessus de 20. Donc déjà ça nous permet de se dire que, ce sentiment d'inégalité, ce ressentiment, probablement qu'il est pas que, une caractéristique des ruraux. Après sur le ressentiment, en effet, il se nourrit de 3 dimensions qu'on a étudiées, un ressentiment économique dont je parlais, juste avant, un ressentiment politique avec l'impression qu'en fait on fait toujours attention aux habitants des villes et jamais à ceux des campagnes et un ressentiment culturel qui est plus de l'ordre, ma façon de vivre, mes aspirations, elles sont pas bien prises en compte. Ces difficultés, en effet, on parle beaucoup aussi, de qu'est-ce qui les nourrit? C'est, en grande partie, en effet, des choses qui sont liées, aux soins, mais aussi la première difficulté qui est évoquée par les ruraux, c'est le manque de transport en commun. Donc c'est aussi quelque chose qu'on envoie souvent aux ruraux en disant: «Bah, vous utilisez tout le temps la voiture» et cetera, mais ils aimeraient s'en passer, en fait. Donc il y a un axe à jouer là-dessus.
Et ensuite sur comment est-ce on transforme, ce ressentiment, moi je trouve ça quand même exceptionnel et une énorme richesse en France, comme vous l'avez dit, 500 000 élus locaux. C'est-à-dire que dans un village de 100 habitants, il y a 7 personnes au conseil municipal. C'est vraiment énorme et une énorme force aussi, des territoires ruraux, c'est que, il y a plus de 50 des ruraux qui nous disent qu'ils connaissent personnellement leur maire. C'est bien plus faible, en ville. Et ça, ce sentiment de connaître, c'est un des indicateurs les plus prédictifs pour savoir si les personnes vont aller voter. Donc en fait, pour les municipales, les ruraux vont davantage aller voter, vont se mobiliser. Il y a, moi je trouve que, enfin, il y a aussi on a tendance à toujours parler du fait que les municipales, ça va permettre, à certains partis politiques de monter et cetera. Mais ça, c'est aussi oublier une réalité, des territoires qui est que vraiment énormément de pourcentage des communes, c'est sans étiquette et donc ça va jouer plus, sur des conflits locaux, sur, des manières de gérer la commune en termes, financiers, et ça, je pense il faut aussi, l'intégrer parce que, à vouloir toujours tout politiser, ça représente pas la réalité de des habitants et ça leur donne pas envie de s'engager. Alors que les parcours d'engagement montrent le contraire, montrent que les gens commencent en fait en ruralité à rentrer, en politique à la base pour des questions très pragmatiques et par des engagements locaux dans le terrain de foot, dans le comité des fêtes, dans l'association parents d'élèves. Alors, justement, sur cette notion de rentrer en politique, ça aborde justement un peu l'autre aspect de cette bulle. On parlait d'engagement, de vocation, c'était un peu les 2 termes que vous avez mis en avant. Et moi, j'ai été assez frappé par le choix de ces termes parce que engagement, évidemment, quand on parle politique, ça semble assez simple, mais en fait, engagement, ça a des significations très, très variées. Pour moi, engagement, ça évoque le service militaire ou des gens qui rentrent dans l'armée. Un engagement, ça peut être avoir un sens financier. Quand je signe un contrat, je m'engage, je prends une responsabilité personnelle. Et au-delà même, je dirais, de la notion d'engagement, il y a la notion, bah, de risque et d'accepter le risque personnel et l'élu, le maire joue, vraiment un risque personnel pénal, mais parfois aussi physique, puisqu'on dit le maire, c'est celui qui est à portée de baffe souvent et c'est malheureusement de plus en plus vrai. Mais cette notion d'engagement, je la trouve extrêmement intéressante parce que c'est pas une simple vue de l'esprit, c'est une réalité quotidienne, d'aller passer des heures, de donner des jours, des semaines de sa vie. Pourquoi? Est-ce que c'est par, justement par, choix personnel? Est-ce que c'est pour être au service de la collectivité? Est-ce que c'est par une demande de reconnaissance personnelle? Heu, vous dites justement, on résout des problèmes locaux. Mais en fait, qu'est-ce qui motive les gens et qu'est-ce qui les empêche aussi aujourd'hui de se présenter aux élections municipales? Puisque, les maires sont en première ligne, je dirais même juridiquement, dès il y a le moindre incident sur une commune, leur responsabilité personnelle est engagée. Moi, il y a des choses, que j'aime bien. À chaque fois on commence un podcast, on demande au maire, «Qu'est-ce que vous rêviez de faire quand vous étiez petit?» Et ça permet déjà de revenir à quelque chose, voilà, de très, naturel, sentimental, sur on essaie de comprendre pourquoi justement, à un moment, il y a certaines personnes qui ont une vocation, qui ont envie de s'engager, d'aller plus loin et pas d'autres. Et déjà ce que je trouve, frappant, c'est que personne me répond: «Je rêvais d'être président». Enfin, ça arrive sur certains, mais ça m'est déjà arrivé, mais c'est, que dans des grosses villes. Dans les territoires, ruraux, ça n'arrive jamais. Par contre, ce qu'ils répètent tout le temps, c'est: «Il faut aimer les gens pour être, élu» et en fait, tout le monde part de ça, part du fait qu'au bout d'un moment, c'est, une envie de solidarité, c'est une envie d'aider un peu les autres. Mais en fait, dans des parcours d'engagement, vraiment ce que je trouve très marquant, c'est que ça il y a toujours, un début, parce qu'en fait, on est appelé et notamment quand on faisait les focus group en ruralité avec Destin commun, ce qu'on s'est rendu compte, quand il y avait une histoire, de quelqu'un qui nous avait, partagé en disant, bah, quelque chose de très rural en nous disant: «Bah, en fait, moi, au début, je comprenais pas parce que dans mon voisinage, on n'avait pas accès à la fibre, vraiment, en fait, ça nous dérangeait. On ne pouvait pas donc pour nos loisirs ou pour le travail, c'était extrêmement préoccupant». Et comme ça, en fait, il a monté une association, de voisins locaux, pour pouvoir gérer ce problème-là et puis au fur et à mesure, en fait, ça s'est transformé et après c'est devenu, et maintenant il rejoint en fait, le conseil municipal et c'est vraiment souvent comme ça et je trouve que c'est là aussi on revient à l'essence, de ce que ça doit être un élu, c'est vraiment sur sur ce besoin de solidarité, cette envie,
d'agir au début pour soi, parce qu'il faut être assez honnête sur ça, mais en fait, in fine, pour les autres et ça se transforme par cet amour d'autrui. Je trouve que parler d'amour en politique, c'est rare et c'est assez beau. Ouais et puis bon, je sais pas, mais moi je me dis: «Il y a toujours 2 façons d'envisager les choses, quoi». Soit on vit, pour soi, pour son univers, éventuellement ses proches et c'est pas critiquable, mais enfin c'est une option. Soit on sait pas pourquoi, un jour, dans sa vie, on s'est mis à entrer dans une association, à essayer de prendre contact, à faire quelque chose et ensuite c'est fichu, quoi. On fait ça toujours et on peut plus s'arrêter et on s'arrêtera jamais. Et je suis persuadée que le jour où on met le pied à l'étrier, c'est fini, c'est fini. Bah, on passe littéralement de la notion d'engagement à la vocation. Et là aussi, vocation, c'est un mot qui peut avoir une connotation très différente, puisque vocation, on est quasiment dans le domaine du religieux. Les prêtres ont une vocation. C'est donner sa personne physique à quelque chose qui vous dépasse. Et en fait, quand on est maire, on fait quasiment don de sa personne à la collectivité. On est dans quelque chose qui dépasse l'individu et qui s'adresse à un groupe, à une collectivité. Et oui, effectivement, il y a une notion d'amour, mais en fait, moi, ce que j'ai reconnu, enfin ce que j'ai entendu, on a parfois des élus qui attendent une reconnaissance et une notoriété. Ça peut être un moteur tout à fait, honorable, mais dans les plus petites villes, j'entendais des gens qui me disaient: «Moi, je veux bien travailler, 12 heures par semaine pour l'année, je veux juste qu'on me respecte» et ça devient compliqué aujourd'hui. Et j'entends des élus qui me disent: «Je veux bien donner des heures de ma vie, mais si c'est pour me faire engueuler en permanence, si c'est, pour me faire insulter sur les réseaux sociaux, bah, si j'ai plus ce respect qui est quand même la chose un peu minimum que je peux espérer, pourquoi est-ce que je devrais continuer?» Et aujourd'hui, par exemple, bah, les réseaux sociaux, on en parle beaucoup, mais même dans des petites communes, c'est un sujet qui revient, parce que les gens vont sur Facebook, échangent et l'élu se retrouve à, être insulté, maltraité, interpellé et ça peut donner aussi, un sentiment à l'élu qu'à un moment, bah, il en peut plus quoi, tout simplement. Je sais pas, je pense que vous avez été confronté aussi à ce type de situation? Oui, alors, bah, il y a en fait, un certain nombre d'études qui ont été menées sur le sujet, notamment après les incidents majeurs là, qui ont eu lieu en 2023 au moment où l'actuel ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun, le maire de l'Haye-les-Roses, avait été agressé, avec sa famille et donc là, il y a eu un plan de prévention et de lutte contre les violences faites aux élus qui a été mis en place, déployé, un texte est passé et cetera. Bon, alors il est incontestable qu'un certain nombre d'élus, font face à des situations de violence, d'insultes, éventuellement de harcèlement. Et en fait, quand on regarde, en discutant avec notamment Martial Foucault sur les études qu'il a menées pour le compte du Cevipof, en fait, souvent, ce qui fait arrêter les élus qui sont vraiment à bout, c'est les dissensions au sein du conseil municipal. En fait, c'est pas ce qui vient de l'extérieur, c'est ce qui vient de l'intérieur. Et ça, on le constate dès la campagne, en fait. Il faut pouvoir compter sur son équipe, compter sur sa liste, compter sur son entourage et si c'est le cas, s'il y a un bloc, un noyau dur, quelque chose qui est fédéré, ce qui se passe en dehors, bon, ça peut être embêtant, mais c'est pas si grave. En fait, ce qui décourage principalement les élus, c'est le moment où il va y avoir, du harcèlement en interne, du sabotage, des dissensions dans la majorité, voilà. Ça, on sait que c'est un phénomène vraiment marquant et ça, je veux dire, ça a toujours existé. Éventuellement, ouais. Mais ça a toujours existé, c'est pas nouveau et les réseaux sociaux n'y sont pas pour grand chose. Après évidemment, on a des cas limites comme ça complètement ahurissants, bah, comme Saint-Étienne ou comme d'autres situations. Mais je veux dire, bon, voilà, le réseau social, il est que le catalyseur de ce qui se disait avant au bistrot, de la calomnie dont vous étiez victime parce qu'on vous avait, supposément vu avec votre femme de ménage, au bord du canal. Enfin, voilà, tout ça est absurde, mais je veux dire, ça fait partie du jeu. À partir du moment où on devient un personnage public, eh ben, on devient un personnage public et quelque part, moi, c'est ce que je dis souvent aux élus qui sont un peu dépités par ça et c'est normal, tous les 2 jours, vous avez envie d'arrêter, arrêtez et au bout de 2 jours, vous revenez. Moi, je te rejoins totalement Céline là-dessus parce que, c'est en fait, aujourd'hui, on a une grande intolérance à toute la violence et l'insécurité. Ça se matérialise très bien, par exemple, dans le fait que, notamment pour les élections municipales, l'enjeu local numéro un des Français, c'est la sécurité
et c'est 55% des Français qui le classent dans leur top 3. C'est du jamais vu quand même, sur un sujet qu'on pourrait dire, d'ampleur nationale, qu'aujourd'hui ce soit, un sujet pour les municipales. Et ça se retranscrit dans les préoccupations des élus aussi. Et donc, nous, ce que beaucoup d'élus, aussi ont pu me dire, c'est, finalement, enfin, aussi c'est marrant parce qu'on parlait de vocation. Souvent, c'est quelque chose qui se transmet aussi. Moi, je sais pas combien de maires j'ai interviewés qui étaient, où leurs parents étaient maires aussi ou étaient dans les conseils municipaux, c'est assez intéressant. Et bah, ils nous disaient, bah, à l'époque de mon père, en fait, il y avait les chasseurs qui arrivaient, ils avaient leurs fusils, puis si on faisait pas comme ils voulaient, ça pouvait très mal se passer. Enfin, c'était des choses extrêmement violentes, mais à l'époque, c'était considéré comme beaucoup plus normal. Aujourd'hui, une histoire comme ça, enfin, tout le monde écarquillerait les yeux en disant: «C'est absolument insupportable». Donc, c'est vrai que cette violence, elle est aussi à relativiser. Après il y a une étude aussi, très intéressante de l'Observatoire à Maroc qu'il a fait pour, l'association des maires ruraux sur la santé mentale des élus. Et quand même, l'une des choses qui leur enfin, déjà, la santé mentale est bonne, hein. Il y a 70 des élus qui affichent une satisfaction, au-dessus de 6/10. Il y en a 5 qui sont il y en a 17 qui sont à 5/10. Il y en a seulement 14 qui sont en dessous de 5 de satisfaction sur leur, mandat. Et ça se retrouve aussi sur le fait que, il me semble que c'est, 6 ou 7 maires sur 10 qui veulent repartir, pour les élections, municipales. 60, ouais. Donc en fait, globalement, ça va bien. Il y a quand même, le risque le plus, qu'ils ont le plus, c'est le risque d'épuisement avec qui est pour 31 des élus. Et quand ils disent, pourquoi, ils ont cet épuisement, il y a aussi beaucoup qui disent l'impuissance. C'est-à-dire, le fait qu'ils ont tellement envie de faire beaucoup de choses, ça les intéresse tellement, ils se rendent compte aussi, c'est eux qui se reçoivent les gens quand ils ont plus d'emploi, quand ils ont aussi, les maires nous disent souvent, en fait, c'est une chose qu'on ne sait pas, c'est que c'est eux qui doivent faire les constats de décès. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui meurt dans leur commune, c'est eux qui vont appeler tous les membres de la famille pour avertir. Et par exemple, quand il y a des suicides, c'est eux qui vont faire le constat de quelqu'un qui s'est suicidé, qu'ils connaissaient. Donc ça, c'est des choses extrêmement violentes. Pardon, je me suis un peu perdue. Mais pour repartir sur, sur l'impuissance, en fait, c'est beaucoup lié à la complexité, la lourdeur administrative. Donc ça montre en tout cas qu'ils ont envie de faire, mais qu'ils se sentent, parfois bloqués. Donc ça veut dire aussi, que ce qui doit se développer, c'est de la collaboration entre élus et on en parlait des associations d'élus, mais aujourd'hui, il y a aussi de nouvelles formes d'associations d'élus qui se montent sur des sujets, par exemple, de transition écologique, mais aussi de participation citoyenne. Et on voit que ces communes participatives, pour en avoir interrogé pas mal, c'est extrêmement intéressant parce que les maires sont beaucoup moins en burn-out, parce qu'en fait, ils arrivent à déléguer. La loi n'est pas faite pour ça. La loi est faite pour que toutes les responsabilités, une grosse partie, soient concentrées dans les mains du maire. Mais quand ils arrivent à mettre des périmètres pour que chacun, en fait, puisse s'auto-organiser, pour que l'adjoint prenne vraiment son rôle en main, bah, ça va beaucoup mieux. Mais ça nécessite une grande pédagogie. Vous abordez aussi la question de la représentation. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'en France, les maires sont des personnes souvent âgées, souvent à la retraite. D'après les chiffres que je voyais, l'âge moyen est au-delà de 59 ans et c'est, je crois, en grande majorité aussi, des hommes, tout simplement. Donc je sais que, il y a une loi sur la parité qui doit être votée, qui a été votée, mais il y a encore des débats sur la mise en place de la parité des listes électorales à partir de mars. Or, dans les petites communes, ça n'a pas été toujours très bien accueilli, je crois, chez Céline. Alors ça, c'est mon sujet favori. Heu, donc, alors vous le savez peut-être ou peut-être pas, dans les communes de moins de 1 000 habitants, on avait, jusqu'au renouvellement des conseils donc de mars, un mode de scrutin différent des communes de plus de 1 000. Donc, plus de 1 000, on est sur du scrutin de liste, en dessous de 1 000, on était sur du panachage et cetera. Donc pas d'obligation de parité puisque le scrutin, faisait en sorte qu'on barrait les noms, voilà. Et donc une députée, MoDem, a introduit une proposition de loi, pour étendre le scrutin de liste aux communes de moins de 1 000 habitants, et ça fait des débats infinis au Sénat, à l'Assemblée, et puis on nous explique qu'on va jamais trouver de femmes, que, ce qui compte, c'est d'avoir des personnes engagées qui ont du temps, et voilà. Et bien voilà, pas plus tard que ce matin, un élu de mon voisinage, qui est en train de monter une liste, me dit: «Ah bah, tu te rends compte, bah, je vais jamais y arriver, bah, c'est n'importe quoi, si tu parlais un peu avec les maires ruraux, tu le saurais», ouais, ouais, voilà. Je lui dis: «Bah, écoute, que ce soit n'importe quoi ou pas n'importe quoi, il se trouve que c'est la loi, et que si tu as vocation à devenir maire dans 4 mois, je te recommande vivement de la respecter».
Voilà, sans quoi tu pourras jamais déposer ta liste et puis le sujet sera réglé de cette façon-là. En revanche, non, je dois lui donner raison sur un point. C'est que, étant moi-même, candidate tête de liste, là, je suis en train de terminer la composition de ma propre liste. Chez moi, c'est un conseil à 33, donc une liste à 35 pour avoir ce volant de 2. Je constate quelque chose, c'est que depuis ma déclaration de candidature, donc c'est une ville de 12 500 habitants, j'ai un certain nombre de personnes qui s'approchent, prennent contact spontanément pour me dire: «Est-ce que je peux venir aider? Est-ce que je peux venir sur la liste? Je peux devenir conseiller municipal?» et cetera. On peut se rencontrer. Et ces gens qui viennent de manière spontanée, mais c'est à 98 des hommes. Il y a une seule et unique femme depuis 2 mois qui s'est manifestement, et je veux dire unilatéralement manifestée en disant: «Écoute, j'ai envie de venir donner un coup de main». Et ça dit quand même quelque chose, non pas du fait qu'il faille y aller sur la parité ou pas y aller, mais ça dit quelque chose de la société. Et quand moi je vais les chercher et que je sonne et que je les convainc et que je leur dis, elles me disent: «Oui, mais attends, mais j'ai jamais été, enfin j'ai jamais fait ça, comment veux-tu? Je vais pas réussir. Je peux pas prendre d'engagement que je vais pas tenir». Bah, écoute, dans ce cas, rentre simplement au conseil et puis tu apprendras, tu te formeras, je te promets, je te laisse pas toute seule et puis tu voilà. Ah, les hommes, il y a pas de problème. Et mais c'est qui le premier adjoint? Parce que moi je pense que je serais très bien, hein. Voilà. Et ça, non mais ça, je suis convaincue que c'est bien qu'on mette en place cette parité, mais le fond du sujet, il est pas là. Le fond du sujet, il est dans la confiance en eux qu'on développe chez les enfants qui deviendront des adultes et sur la confiance qu'ils placent dans leurs forces et dans leur capacité à faire bouger les lignes. Non, rien à ajouter, je partage, voilà. Mais vous constatez aussi, ce 98 d'hommes qui se mettent en avant dans la vie politique locale? En tout cas, alors des fois, on se demande, on est 2 à faire le podcast, il y a Margot qui est avec moi et des fois, on se demande, est-ce que les femmes, déjà, est-ce que les femmes qu'on interroge, elles se livrent plus à nous parce qu'on est des jeunes femmes et elles se reconnaissent en nous? Ou est-ce que c'est quelque chose, des femmes? Mais en tout cas, elles vont beaucoup plus livrer, bah, leurs doutes, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, alors que quand on interroge des hommes, c'est toujours: «Moi j'ai fait ça, j'étais meilleure, moi j'ai fait ça, j'ai décollé mon avion», voilà. Heu et heu et en fait, je pique la blague à Olivia Fortin, qui est du coup maire des 6e et 8e arrondissements de Marseille et qui a intervenu, aussi. On avait organisé une soirée sur ce thème, sur les femmes, pour les municipales, au moment du congrès des maires et donc elle nous disait, «Pourtant nous, en tant qu'élus, on fait décoller des avions tous les jours, enfin, on fait, atterrir des avions plutôt tous les jours». Hem Et ça, c'est enfin, du coup, en tout cas, c'est quelque chose qu'on retrouve et aussi au début, moi, à chaque fois que j'ai demandé une interview à un homme maire, j'ai jamais, jamais eu de refus et par contre, pour interviewer les femmes maires, au début, ça a été extrêmement compliqué en me disant: «Bah, non, mais je suis pas légitime, mais qu'est-ce que je vais te dire? En fait, ça va se retourner contre moi, non, non, ça c'est un piège», il y a toujours, elles sont beaucoup plus sensibles aussi, j'ai l'impression, à ce que, les gens vont dire sur elles, mais peut-être à raison aussi parce qu'en fait, il y a beaucoup de sexisme et donc en fait, en fonction de comment elles vont se comporter, de quel chemisier elles vont mettre, d'aussi de ce qu'elles, enfin moi j'avais beaucoup de mères en fait, de femmes mères se séparent au moment de leur arrivée au pouvoir. Parce que peut-être il y a aussi il y a quelque chose où leur conjoint ne supporte pas, qu'elles prennent la lumière, voilà, qu'elles s'épanouissent aussi dans ces mandats-là. Donc souvent c'est compliqué, hein. Moi j'ai beaucoup de témoignages comme ça de pouvoir à la fois, dealer un divorce et la montée en pouvoir et après en plus elles sont jugées en fonction de qui elles vont dater, pour, leur prochain conjoint et cetera. Donc c'est extrêmement compliqué alors qu'un homme en fait, ça va être totalement normal, bah, c'est un séducteur et cetera. Est-ce qu'il y a des questions peut-être, ou des interrogations que vous souhaitez adresser donc, à Céline Bent ou à Clémentine, Guibaud? Heu, que ce soit pas seulement nous qui parlions justement? Je crois que alors, c'est une vraie question, mais qui se pose d'ailleurs au-delà, bien au-delà de la France, puisque cette opposition ville-campagne, et la capacité aussi aux campagnes d'exister, on la retrouve dans beaucoup de pays occidentaux depuis quelques années. Que ce soit des pays comme la Pologne, comme, la Hongrie, la Roumanie, mais aussi la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne. Cette capacité justement à faire exprimer, d'autres personnes que ceux qui sont à la capitale, que le centre de pouvoir, c'est un sujet majeur.
c'est quelque chose qu'on a vu aussi aux États-Unis. Les différences de vote sont souvent très, très marquées justement entre les grands centres urbains. Tu évoquais les résultats, entre les villes et les campagnes et c'est un phénomène qu'on retrouve aujourd'hui dans tout le monde occidental. Il y a une vraie rupture qui s'est construite au fil des années. Je pense depuis à peu près les années 70 où on parlait déjà, du désert français, au-delà de Paris, mais quelque chose qui ou par exemple en Pologne, les campagnes votent de façon beaucoup plus conservatrice, que les villes. Je dirais cette dissociation, elle est très inquiétante parce qu'il faut aussi garder la capacité à entendre tout le pays et à faire travailler ensemble des gens qui ont des vies quotidiennes différentes, ces perceptions différentes et ne pas tomber dans l'affrontement, puisque c'est quand même un peu la base de la démocratie, c'est arriver à travailler ensemble, et à faire en sorte que toutes ces populations s'entendent. Et on a dans beaucoup de pays et au lieu de le réduire, j'élargis le sujet, mais cette question aujourd'hui, on la trouve dans énormément de démocraties européennes et aussi aux États-Unis, sur comment éviter que cette fracture ne devienne un affrontement. Et ça se manifeste parfois de façon extrêmement radicale, sur des sujets qui vont, de l'avortement au droit de porter les armes, la chasse, ça c'est un sujet alors là, le clivage est très, très fort par exemple, les questions écologiques, les questions de pollution, et on s'aperçoit que même dans un parti, comme, les Verts parisiens ne sont pas du tout perçus de la même façon si on est à la campagne et souvent les Verts militants sur le terrain à la campagne me disent, lorsque je fais des interviews: «Là, ce qu'a dit l'élu, parisien et ben, ça me met dans une situation ingérable. Parce que là, sur le terrain, ça marche pas, tout simplement». Alors peut-être que je vous vois hocher la tête, vous avez peut-être aussi des retours d'expérience, dans ce sens. Hem, déjà, merci d'avoir posé la question comme ça, sous forme de dire, la campagne. Parce qu'en effet, nous, c'est pour ça qu'on a appelé l'étude «parole de campagne», parce que c'est le mot dans lequel les ruraux, les habitants de la campagne se reconnaissent le plus et ils se définissent eux-mêmes comme habitants de la campagne. En fait, et après aussi sur cette question de définition de la ruralité et de la campagne ou de son périmètre, il faut savoir qu'avant, c'était encore pire parce que c'était même pas une question densité d'urbanisation, c'était une question d'aire d'attraction des villes. Donc c'était vraiment en fonction de est-ce que les gens échangeaient beaucoup avec les villes ou est-ce qu'ils étaient coupés du monde, quoi, en gros. C'était vu comme ça, en tout cas, dans la définition. En tout cas, je trouve qu'aujourd'hui, aussi dans là, ce qu'on se dit, dans la mauvaise représentation, il y a quand même des choses qui se sont enclenchées, qui ont déjà commencé à changer et les ruraux eux-mêmes, quand on allait les interviewer, les interroger, nous l'ont dit, ils ont l'impression que depuis le covid, en fait, on les envie. Depuis le covid, c'est quand même devenu la classe, c'est devenu même, ils nous disaient, pardon, j'ai perdu le mot, mais en tout cas, ils nous disaient vraiment c'est, quelque chose qu'on m'envie aujourd'hui actuellement, d'habiter à la campagne, d'avoir, mon jardin, d'avoir accès à la nature. En fait, il y a un grand sens du privilège, voilà, c'était ça le mot. Un privilège avec un grand P, ils nous disaient de, tous les jours pouvoir aller dans la nature et en fait, si les ruraux y vont aussi, il faut savoir qu'ils ont beaucoup plus choisi leur lieu d'habitation que les urbains. 79 des ruraux l'ont choisi contre 72 des urbains. Donc ça vient aussi totalement casser l'image qu'on a, que finalement, c'est les pauvres qui sont à la campagne. Il y a aussi, sur cette question, on parlait de la chasse. Moi, je pense que les choses, elles sont aussi plus complexes que ça. Parce qu'en fait, quand on a interrogé, on s'est rendu compte qu'il y avait 3 des urbains qui étaient chasseurs et seulement 4 des ruraux. Mais comme les urbains sont 2 fois plus nombreux que les ruraux, en fait, il y a beaucoup plus de chasseurs urbains que ruraux et même, c'était assez critique, ce qu'on a entendu, contre les chasseurs de la part des ruraux qui nous disaient: en fait, ils nous prennent la campagne, ils nous prennent la nature, on peut plus aller se promener comme on veut». Et en fait, c'est des gens qui viennent d'ailleurs aussi pour faire ça. Donc il y a un renversement qui est en cours. En tout cas, c'est la ruralité ne correspond plus à l'image qu'on a et la dernière chose, c'est qu'en fait, les Français en ont conscience et sont aussi, assez envieux de la manière dont les choses s'organisent, de cet engagement et de cette solidarité qu'il y a dans ces territoires. Parce qu'il y a 81 des Français qui disent qu'on devrait davantage s'inspirer de la ruralité pour répondre aux problématiques, actuelles de la France. C'est-à-dire que ces systèmes d'organisation, ces systèmes de compromis, ces systèmes de faire local, de faire autrement, de faire avec moins de ressources, aujourd'hui, on se dit que c'est une solution pour que la France aille mieux. Oui, alors, merci. Je voulais juste, rebondir, sur cette histoire de définition, de contour de la ruralité. En fait, ce qui est sidérant, c'est que c'est vraiment pensé comme un espace en creux. C'est-à-dire ce qui est rural, c'est ce qui n'est pas urbain, c'est ce qui n'est rien d'autre. Et quand c'est pas un espace en creux, c'est
un espace romantisé. Alors ça, c'est fabuleux, voilà, donc il y a des papillons, des oiseaux, mais voilà, et c'est l'endroit où on va rejoindre sa maison de vacances, 2 semaines par an en été et tout ça est très bien. Le problème, c'est que, ça cache la réalité, ça masque un peu la réalité de ceux qui la vivent au quotidien et ça a une tendance, on peut les comprendre, à les agacer beaucoup, parce que je pense aussi que le jacobinisme à la française fait que, bah, voilà, on est, ici à Paris et on prend des décisions pour tout le monde et quand à un moment donné, il nous est venu à l'esprit qu'il fallait essayer un peu de rééquilibrer le territoire et de le décentraliser, et ben, on a créé des métropoles et des métropoles, c'est jamais que des petits paris disséminés sur le territoire qui, en fait, ont exactement les mêmes conséquences avec une première couronne, une deuxième couronne, des embouteillages à l'intérieur, un vote plus à gauche dans les grands centres-villes des métropoles, éventuellement écologistes comme on l'a vu aux dernières municipales et puis, la même colère et le même sentiment d'abandon, autour. Ça, je le vois. Aujourd'hui, c'est pas moins exotique pour, les habitants, de Sarrebourg, pour certains, d'aller à Strasbourg que d'aller à Paris. Je veux dire, il y a le même sentiment parfois de relégation, la même complexité d'accès, il y a les mêmes problématiques de logement dans les hypercentres. C'est une question générale d'aménagement du territoire. Et je pense que c'est le cas dans tous les États européens qui sont aménagés de cette manière-là. Là où on le ressent moins, moi, c'est par exemple quand je vais en Allemagne, hein. Parce que voilà, parce que c'est un État fédéral, parce que, il y a quand même une organisation qui est plus territorialisée, que les communes sont vivantes, qu'il y a un attachement peut-être plus fort de fait à la notion de commune, bon, voilà. Mais ça, c'est l'histoire de l'État, on peut pas tellement la refaire. Ce qu'on peut faire en revanche, c'est urgemment décentraliser et je pense qu'on n'a pas le choix parce qu'en effet, heu, il y a une colère forte, très forte, un sentiment de pas être entendu, de pas être compris, qui se double de problématiques de pouvoir d'achat qui sont quand même importantes, sachant que quand vous êtes rural, bah, vous avez des coûts incompressibles importants. Vous avez une grande maison qu'il faut chauffer, bah, le la guerre en Ukraine, l'augmentation du prix des fluides fait que c'est compliqué. Vous avez une voiture, dans laquelle il faut mettre de l'essence. Tout le monde vous engueule en vous disant que vous êtes un pollueur, mais en même temps, vous n'avez pas tellement le choix, sinon vous restez chez vous. Et en plus de ça, on vous explique à longueur de temps que vous êtes un plouc, et que vous avez pas voix, au chapitre. Et c'est comme ça qu'on a eu des gilets jaunes et on en aura d'autres et ils auront raison. Tant qu'on n'aura pas pris en compte ce qu'ils avaient à dire, ils auront raison. Heu, je veux dire, à un moment, c'est pas possible. On peut pas dire à un tiers de la population: «Il y a pas de problème, vous restez dans vos maisons. Nous, on vient à l'année comme ça se balader. Vous avez pas de commerce dans vos bourgs-centres, vous avez pas». C'est pas possible. Donc oui, moi, je pense qu'on va au-devant de ça. Ensuite, ce que je sais pas, c'est quelle est la capacité d'organisation collective, de cette population rurale, mais il est incontestable qu'elle aspire à une meilleure représentation et aujourd'hui, pour une partie d'entre elles, 13 millions de personnes, elles considèrent que c'est le Rassemblement national qui la représente. Bah, pour répondre un peu à la question d'Ariane, je pense qu'il y a des tentatives effectivement de récupérer cette colère, ce ressentiment-là que vous décrivez. J'ai été très frappé, par exemple, récemment, par toute la communication qui a été menée par Alexandre Jardin, sur les gueux. Lorsqu'on parlait des ZFE, des zones à faible émission, il a essayé vraiment de capter, bah, la colère un peu justement des gens qui vivaient hors des centres-villes et avec un terme qu'il a ressassé, régulièrement en disant: «On nous vous êtes considérés comme des gueux». Le mot est fort, il a la c'est un mot qui permet de communiquer facilement. Ça a pas obligatoirement aussi bien marché qu'il l'espérait, mais ça a été repris largement par une certaine presse. Ça a été vu comme une capacité aussi à synthétiser cette colère et ce décalage qui existe entre Paris, qui met en place des normes pour les véhicules électriques, pour les zones à faible émission, alors que, par exemple, bah, dans certaines villes, il y a des villages où il y a des personnes âgées et qui disent: «Mais, moi, si je veux qu'il y ait une personne qui vienne s'occuper de ma mère, de ma grand-mère, bah, elle vient en voiture et si on est dans une zone à faible émission, elle peut pas se déplacer, elle peut pas venir, ça va lui coûter plus cher. Comment vous voulez qu'on gère ça au quotidien?» Et le problème, c'est qu'on n'a pas de réponse claire, simple, honnête à faire à ce type d'interrogation aujourd'hui. Et ça, je pense, pour peut-être conclure un peu les débats, puisqu'on me fait signe qu'on arrive, à une heure avancée, bah, les élections de mars 2026, pour moi,
elles sont assez peu traitées finalement dans les médias. Alors pour moi, c'est peut-être le thermomètre le plus important qui aura lieu dans la société française aujourd'hui, bien plus que des législatives. Et j'ai pas mal d'élus qui me disent, on le voit comme le premier tour des 3 tours de la présidentielle. Ce qui va se passer en mars, ça va définir ce qui va se passer pendant les présidentielles. Et donc, il faudrait peut-être aussi que les médias fassent un peu plus leur travail d'explication, de terrain, d'enquête, à aller porter, comprendre la parole, les problématiques locales, et pas seulement de parler du budget, des luttes, de la petite phrase de l'élu, mais d'aller voir sur le terrain. Et je dirais un peu humblement, c'est ce que à l'entourage on essaye de faire. On a toujours essayé de dire, bah, la politique, c'est pas obligatoirement des gens qui ont fait Sciences Po Paris, qui ont fait l'ENA, etc. C'est les gens dans les territoires, c'est un mot horrible, mais c'est les gens qui sont dans les départements, qui sont dans les communes et qui essayent de construire une vie meilleure un peu pour leurs concitoyens. Et ça, bah, c'est une vocation, c'est un engagement et il faudrait que ce soit pris peut-être plus au sérieux par mes collègues journalistes. En conclusion, tu nous parles un peu d'entourage? Oh, bah, non, je vais pas faire d'autopromo. Mais si vous êtes curieux, je peux vous dire, voilà, le site s'appelle entourage.media et tout simplement entourage. Effectivement, on s'adresse aux gens qui s'intéressent ou qui font des métiers politiques et qui soient directeurs de cabinet, conseillers, qu'ils accompagnent des élus, qui soient le DIRCOM, mais des gens qui non seulement sont dans la politique, mais sont ceux qui mettent en œuvre. Ça peut être le DGS de la commune, ça peut être comment les choses fonctionnent. On parle un peu de tout ça, mais aussi bah, de leur carrière, de leur métier, de leur capacité à évoluer dans ces métiers, à s'approprier aussi bah, les bonnes pratiques, parce que bah, dans une petite commune, il n'y a pas obligatoirement l'échange que quelqu'un qui a fait Sciences Po Paris aura avec ses anciens collègues. Il n'y a pas obligatoirement une boucle WhatsApp des élus locaux et des collaborateurs d'élus locaux, comme on a des boucles WhatsApp des collaborateurs parlementaires. Donc on a, et j'ai remarqué qu'il y a vraiment une demande de ces communes de taille moyenne de pouvoir accéder à l'information, aux pratiques, à que fait mon voisin, que fait l'autre personne dans une ville un peu comparable. Et pour l'instant, bah, il n'y a pas de médias qui en parlent. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé Entourage. C'est un média indépendant chaque semaine. Alors, c'est une newsletter payante. La partie gratuite, en fait, c'est le sommaire essentiellement. Mais voilà. Mais oui, le sommaire permet de voir un peu les sujets traités, les personnes interviewées, les thématiques abordées. Et effectivement, par curiosité, vous pouvez vous abonner. Et puis, bah, si vous trouvez que c'est vraiment intéressant, je vous invite évidemment à passer à l'abonnement payant. Mais bon, je suis pas un bon commercial en général.